ici au juste? Est-il véritablement opportun de traiter de sujets désintéressés, généraux, en notre temps? J'ai beaucoup hésité à enregistrer la suite de mes travaux sur le thème hommes et femmes, parce qu'il me semble qu'il est très difficile en ce moment d'être en adéquation avec ce sujet profond. Il me semble également que je ne suis pas la personne la plus autorisée pour le faire. Il me semble également que je ne suis pas dans la meilleure période de ma vie. Mais bon, qu'est-ce qu'une bonne période dans sa vie? La meilleure n'étant pas forcément celle que l'on vit comme étant la plus agréable. Nous n'allons pas en cours de sport, quoique je pourrais le faire, mais je n'ai plus vraiment la tête à cela. Je ne suis pas dans la meilleure énergie pour vous parler du sujet des qualités respectives de l'homme et de la femme, mais j'ai préparé depuis longtemps ces choses-là. Je pense qu'il est bon de continuer à communiquer, même si l'on n'est pas le meilleur intermède pour cela, le meilleur intermédiaire pour cela. Je n'ai pas la tête des grands jours, je suis d'une humeur assez massacrante, je ne me sens pas du tout en adéquation avec le présent que l'on m'a fait ici. Je ne me sens pas digne, je ne me sens pas un digne porte-parole de la Vierge Marie. Néanmoins, je pense qu'on n'est jamais assez parfait pour traiter de sujets aussi graves. Donc quand on parle des richesses de l'homme et de la femme, on est obligé de revenir, en tout cas ça a été mon mouvement, à nos origines. Quelle est l'origine de l'homme et de la femme? C'est très controversé. On va me dire que je vais m'appuyer sur des fables, que j'ai été endoctrinée. Et je vous citerai la Genèse, qui je pense est un livre inspiré, qui n'est pas un livre au même titre que Gilgamesh, que les 4 âges de l'humanité, que d'autres livres plus ou moins mythologiques, qui n'est pas un livre inventé par les hommes. Je pense que c'est un livre inspiré par Dieu, un livre qui est plus divin qu'humain, quelles qu'en soient les apparences. Et même si je n'ai pas la formation adéquate pour vous le démontrer, parce que nous sommes en un siècle où tout ce que l'on affirme doit être démontré, prouvé. On ne peut pas dire quoi que ce soit sans avoir à se justifier. C'est d'ailleurs une des misères de ce monde. On doit toujours se justifier. On ne peut pas être simplement. On doit prouver aux autres que l'on est. Même si on est à contre-courant du système, on doit prouver que l'on est quelqu'un de normal, de bien. Parenthèse fermée. Donc c'est au chapitre 1, versets 27-28 de la Genèse. « Et Dieu créa l'homme à son image. » Il y aurait tout un commentaire à faire sur cette partie, mais je ne le ferai pas, parce que je ne peux pas tout commenter. « Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. » Il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit, et il leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Où en sommes-nous quelques millénaires après? C'est assez catastrophique. Les animaux ont plus respecté leur nature que nous autres. La reproduction ne se fait plus normalement. L'homme et la femme ont perdu leur repère originel. Il devient dangereux de parler d'hommes et femmes. Et je conclurai de ces premières considérations qu'il n'est pas possible d'aller parfaitement bien dans une société qui est à ce point malade. Je pense qu'aujourd'hui, 21 septembre 2021, il n'est pas possible de vivre parfaitement bien dans ses baskets. Voilà. Et je pense au contraire que c'est un signe de santé de beaucoup souffrir en ce moment. À moins de faire des tas de compromissions, à moins de mettre de l'eau dans son vin, à moins d'avoir choisi le côté du manche, ce qui n'est pas mon cas. Donc, il me semble qu'il est très important de connaître ses richesses en tant qu'homme ou en tant que femme et d'avoir de l'estime de soi en tant qu'homme ou en tant que femme, non seulement en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'homme ou en tant que femme.
Car l'insécurité conduit au contrôle et à la jalousie, ce qui mène les relations à leur perte. Et je pense d'une manière générale que même si nous sommes dans une société assez aseptisée, uniformisée, où on ne doit plus faire de vagues, on ne doit plus avoir de discours qui gênent la pensée générale, à perte d'être traité de complotiste ou de quoi que ce soit, ou d'extrémiste, voilà. Eh bien non, moi je pense qu'il est important de savoir ce que c'est que l'homme et la femme, et que lorsque l'on veut trop uniformiser les choses, on apporte un désordre et une violence. Et la violence n'est pas là où vous le croyez. La violence n'est pas dans les personnes qui ont un sursaut de vigueur et d'indignation contre tout ce qui se passe. C'est-à-dire au contraire que là, c'est plutôt la recherche d'une véritable paix. Et que la fausse paix qui règne en ce moment, car il y a une fausse paix derrière la dictature organisée dans le monde, cette fausse paix est extrêmement violente. Elle est extrêmement violente. Toute personne qui pourrait développer cela mieux que moi, s'il vous plaît, faites-le, parce que je ne me sens pas un interlocuteur adapté. Donc tout est une question d'équilibre. Il ne s'agit pas d'être outrageusement confiant en soi au point d'écraser l'autre. C'est une question de ligne de crête entre une confiance en soi écrasante et une insécurité psychologique qui rendrait dépendant. Autre remarque, il me semble inutile de chercher à développer sa virilité ou sa féminité. Nous n'avons pas à la développer, nous les avons en nous. Un homme a toutes les vertus de la virilité, une femme a toutes les vertus de la féminité. Si quelque chose manque à un homme ou une femme, c'est sa personnalité. Et la personnalité s'éduque, se renforce. C'est-à-dire sa vie intérieure. Je ne parle pas forcément de vie intérieure au sens religieux, je parle de vie d'âme. Une âme, c'est-à-dire une intelligence et une volonté. Ces choses-là qui sont d'ordre immatériel et qui font notre spécificité humaine sont à développer. Et plus nous développons notre faculté de connaissance et notre faculté d'amour, plus nous devenons un homme et une femme qui a du relief, du charisme. Approfondir et fortifier sa vie intérieure sera source d'une personnalité épanouie, autant que faire se peut dans les circonstances sociales, apaisée, plus complète et harmonieuse, et partant plus éminemment femme ou homme. Donc vie intérieure, c'est-à-dire travail de l'âme pour correspondre à sa fin. Donc tout travail de l'âme, intelligence et volonté conduit normalement à se poser la question de sa vie éternelle, son rapport à la transcendance. Il est quand même dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et quand bien même nous n'aurions pas lu l'Écriture sainte, nous savons tous qu'il n'y a pas qu'une dimension matérielle, nous le savons. Et les athées sont des entités, ceux qui nient qu'il y ait, les scientifiques purs, qui nient qu'il y ait une dimension immatérielle, une dimension d'esprit qui ne soit pas matière, sont des menteurs, se mentent à eux-mêmes. Nous sommes aussi forcément amenés à nous confronter au problème du mal, du péché sous toutes ses formes. Ces choses-là existent, elles sont là. Toute personne qui ne se pose pas la question de comprendre le mal, au moins la question, nous ne pourrons pas le résoudre, mais nous avons normalement un sursaut un cri, pourquoi ce mal? Et les questions sont bonnes à se poser, même si elles sont une source de torture, parce qu'on ne pourra pas accéder à la paix et à l'épanouissement de nous-mêmes si l'on n'accepte pas de passer par cette torture intérieure. Vous savez que toute paix est l'assomption d'un désordre ou d'un conflit intérieur. Si vis pacem para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Les pacifiques pacifici, ceux qui font la paix, sont des gens belliqueux, des gens d'armes, des gens qui prennent les moyens d'obtenir la paix. Donc tout ça nous amène à penser à la notion de nature blessée.
nous conduit normalement à la notion de péché originel, qui pose problème, car évidemment on se dit le péché originel c'est pas moi qui l'ai fait, donc pourquoi est-ce que je nais avec des désirs contradictoires, pourquoi les hommes naissent-ils avec des pentes mauvaises? Tout ça c'est des questions qu'il est normal de se poser. Je n'ai pas ici la prétention d'y répondre, je ne suis pas forcément un exemple de paix intérieure, mais je pense qu'il est bon signe de se poser ces questions. Adam et Ève, avant la chute, étaient des humains extraordinairement beaux, accomplis, à la perfection. La vie intérieure suppose beaucoup de force car on ne peut pas biaiser avec Dieu, qui voit chacune de nos pensées et actions. Cela nous donne plus de relief, plus de charisme, car la lumière part toujours de l'intérieur. Voilà. Et moi, je n'ai pas honte de me présenter à vous dans cette vidéo dans un état qui n'est pas forcément le plus positif, le plus souriant, le plus agréable. Voilà, je pense que je suis ce soir une manière d'être homme, et c'est comme ça ce soir, et c'est pas autrement, point final. Et soit j'attends d'être dans l'humeur parfaite, soit je prends quand même les choses en main. Bon, puis il faut savoir pour la petite anecdote que j'ai eu des tas de soucis d'ordinateur et compagnie, c'est-à-dire que matériellement parlant, je ne pouvais pas continuer les vidéos pendant un certain temps. Mais je ne veux pas trop tarder à donner la suite du sujet parce que j'ai de très aimables auditeurs qui attendent la suite, tout simplement. Et j'aime finir ce que j'ai commencé. Voilà. Pour savoir quels sont les trésors de l'homme et de la femme, je pense qu'il est bon de regarder les incarnations parfaites que sont Jésus et Marie. Si l'on regarde le Saint-Suaire, par exemple, l'image du Saint-Suaire, qu'est-ce qui émane de cet homme, de ce Fils de l'homme? Je dirais paix, calme, force, intériorité, justice, dignité, noblesse, maîtrise, souffrance, c'est l'image d'un crucifié, mais souffrance assumée et acceptée. Je trouve qu'il émane aussi du mystère. Voilà ce qu'est l'homme parfait. Voilà l'image de lui qu'il nous a laissé. Voilà le modèle que nous avons d'homme parfait. Si l'on regarde une image de Vierge Marie, il s'en dégage humilité, beauté, délicatesse, douceur, finesse, profondeur, caractère rassurant d'une mère, bonté, générosité, oubli de soi, sérieux, ouverture à l'autre. Je pense que lorsque nous regardons ces modèles, on ne peut plus être séduit par les modèles de magazines. Si véritablement être un homme, c'est ressembler à un magazine, on n'a absolument rien compris. De même pour une femme. On est très loin des modèles qui ont été donnés à la société depuis des décennies. Et je trouve cela très dommage, et c'est pour ça que je prends la parole, même si je ne suis, encore une fois, pas le meilleur interlocuteur pour cela. Ce que j'ai pour moi, c'est une sorte de lucidité dont je n'ai pas résolu tous les tenants et les aboutissants, mais je regarde les choses en face. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un homme? Quelles sont vos richesses, messieurs? Qu'est-ce qui fait qu'on vous aime pour ce que vous êtes, des hommes? Qu'est-ce qu'on attend de vous? De quoi pouvez-vous être fiers? Qu'est-ce qui fait tout votre relief, tout votre charme, toutes vos particularités, votre caractère unique? Qu'est-ce qui fait que c'est beau que l'homme existe sur la terre? Tout d'abord, je dirais, attention, virilité ne veut pas dire danger. Virilité ne veut pas dire danger. Mais je ferai ensuite les distinctions nécessaires parce qu'il y a des caricatures qui sont extrêmement dommageables. Des caricatures de la virilité qui sont, je trouve, très tristes. Et qui font justement regretter que l'homme soit viril, parce qu'on finit par assimiler virilité à danger. Donc je dirais que l'homme est fort. L'homme est fort, mais à la différence de la force d'un lion ou d'un animal,
l'homme est fort avec justice. L'homme, c'est celui qui est fort mais qui maîtrise sa force. Il a de la fermeté, une stabilité qui lui permettent de ne pas suivre d'abord ses instincts. L'homme est un peu plus qu'un animal. Mais il suit ce qui va être le mieux pour protéger, pour construire, édifier, pour faire grandir et pour donner des repères. Voilà ce que l'on attend d'un homme. Il y aurait extrêmement à dire sur déjà ce premier point. Combien d'hommes ne sont pas un repère stable pour leur entourage? Combien d'hommes chargés de famille inspirent plutôt une inquiétude permanente parce que on ne les sent pas solides. On ne se sent pas en sécurité auprès d'eux. Ça, c'est vraiment le caractère d'un homme, c'est d'être rassurant. Parce qu'on sait qu'il est juste. Un homme, c'est celui qui va savoir réprimander, même si ça lui est difficile, parce qu'il est un père aimant. Parce qu'il est juste. Pas quelqu'un qui suit ses émotions d'abord, même si c'est quelqu'un d'extrêmement émotif et sensible. Je vous cite ici l'exemple de mon ami Pierre, qui me dit « Si je n'avais pas eu mon père pour me cadrer, j'aurais très mal viré. » Qui parmi vous a la même impression? Si je n'avais pas eu mon père pour me cadrer, j'aurais très mal viré. Un excès de cadrage pour le plaisir de cadrer peut également faire mal tourner. Voilà. Je dis juste comme ça, comme ça. Ensuite, autre qualité de l'homme, l'autorité. L'homme a une autorité naturelle en général. Une facilité à s'imposer par sa simple présence, rassurante et équilibrante. Voilà. Pour avoir vécu dans un milieu de femmes, femmes qui finissent par vite se crêper le chignon, dès qu'il y a un homme dans la pièce, ça se calme. Ça se fait automatiquement, c'est presque chimique. Voilà. Ce qui caractérise l'homme, ou ce qu'on attend de lui, c'est également la discipline. Et je trouve que c'est un rôle difficile pour eux, et en cela je les admire beaucoup, car l'homme passe assez facilement pour le méchant, qui corrige et qu'on déteste. Mais un homme digne de ce nom accepte de passer pour le méchant qui corrige, parce qu'il sait très bien que l'amour est à ce prix. L'amour est à ce prix. Les professeurs dont je fais partie savent très bien, par exemple, que des élèves respectent et aiment les professeurs sévères. Évidemment, il ne faudrait pas que les professeurs fussent uniquement sévères et n'aient pas d'autres qualités. Mais la sévérité fait partie intégrante de la formation d'un homme, me dit toujours mon ami Pierre. Citation de Pierre Blanchette. La sévérité fait partie intégrante de la formation d'un homme. Oui, on attend d'un homme qu'il sache être sévère. Attention, je n'ai pas dit qu'il sache faire peur. Il faut que ce soit maîtrisé, il faut que ce soit adapté à la fin, adapté à l'éducation, adapté à la situation. On attend aussi d'un homme, ou du moins les richesses habituelles d'un homme sont le courage. Les grands soldats sont des hommes. La capacité d'action, mais sans écraser. Vous voyez que chaque fois, il y a une mesure. C'est-à-dire un homme qui ne sait pas se contrôler et qui est là pour se défouler, n'est pas un homme. Un homme qui se défoule, qui défoule ses pulsions, je suis fort, on va crier, on va hurler, on va taper partout. C'est pas un homme. C'est pas de la virilité, ça. Un homme, c'est celui qui protège, mais qui ne soumet pas, qui ne cherche pas d'abord à soumettre. Il ne soumet que parce qu'il veut protéger. Un homme qui est là pour faire valoir sa supériorité, ce n'est pas de la virilité, ce n'est pas de la masculinité. C'est tout simplement de l'orgueil, ou un manque de confiance en soi. On a besoin d'écraser pour se poser dans l'existence. C'est de la virilité, ça? Non. C'est la capacité à défendre aussi, d'où la déception et l'angoisse d'une femme quand elle ne se sent plus défendue ni protégée par son entourage masculin. Je donne pour exemple des agressions dans le métro. Voilà. Je pense que c'est assez courant qu'il existe des attouchements ou des agressions dans le métro. Qui bouge autour? Qui bouge? Qui est capable de protéger dans le métro
une femme qui se fait agresser, violenter ou toucher. Ils bougent pas les mecs. Hein. Je peux dire de ma petite expérience, toute récente là, ça m'a frappé, que je me suis fait agresser verbalement par des alcooliques dans le couloir de ma résidence. Voilà, des alcooliques, drogués, tout ce que vous voulez, scatophiles et toute la... Hein, qui m'a défendu. J'ai frappé chez le voisin d'à côté. Il n'est pas venu, hein. Il m'a laissé me débrouiller toute seule. Messieurs, où sont vos couilles? Non mais pardon, excusez-moi, ça ne se dit pas, mais... Mais je ne dis pas non plus, attention, parce qu'il y en a qui disent moi je vais te défendre, qu'on vienne pas vous embêter, moi je viendrai. Ceux qui parlent comme ça ne font rien. Ne font rien d'expérience. Hein. Je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça, il y en a des vrais qui tiennent parole, mais ceux qui interviennent, qui agissent, ne sont pas des beaux parleurs. Voilà. Ensuite, un homme est quelqu'un de particulièrement loyal, qui est capable de très belles amitiés, et qui est capable de contribution. Un homme aime contribuer à des choses d'intérêt général. Il voit grand. Et dernière qualité que j'ai notée, il y en aurait 1000, j'ai fait une sorte de liste non exhaustive, vous avez compris l'esprit, c'est pour vous donner un esprit, un état d'esprit, mais il est bien évident que je n'ai pas recensé toutes les richesses d'un homme. J'ai pas pris 300 heures à préparer ces petites vidéos. Hein. C'est la vulnérabilité. Je trouve qu'un homme qui sait montrer sa vulnérabilité est un homme fort parce qu'il n'a pas peur de montrer certaines de ses faiblesses ou de ses failles. Il les assume et je trouve que c'est preuve de grand courage parce qu'on dit tellement aux jeunes hommes tu dois être fort, un garçon ça pleure pas, etc. Qu'ils ont peur de voir certaines de leurs faiblesses ou de leur petitesse ou de leur fragilité démasquées et je trouve cela extrêmement dommage. Car pour moi, c'est un signe de force et ça fait partie du charme masculin que de savoir montrer, oui, dans tel domaine, je ne suis pas compétent. Bon. Et à l'inverse, un homme qui voudra toujours avoir l'air fort, toujours avoir raison, toujours assurer en toute situation, même quand il ne le fait pas, il tombe dans le ridicule ou dans l'orgueil parfaitement déplacé. Et ça provoque le mépris. Excusez-moi, messieurs. Donc arrêtez de vouloir jouer plus que vous n'êtes, mais les femmes vont s'en prendre aussi plein la figure, vous inquiétez pas. Parce qu'on a autant de défauts que de qualités, enfin malheureusement, faut voir les deux aspects de la question. Nous ne sommes pas des idéalistes. Et puis malheureusement, c'est pas la faute des gens d'aujourd'hui, mais la société a été manipulée pour évincer les plus belles qualités de l'homme et de la femme et pour développer le maximum de défauts. Donc l'humanité, c'est difficile d'aimer les êtres humains aujourd'hui. Oui, c'est difficile. C'est plus difficile d'aimer l'humanité aujourd'hui parce que, bon, ça m'empêche pas de les aimer tous. J'aime les humains, personne ne pourra m'en... et puis aussi, un homme amoureux, un homme qui est touché au vif dans son cœur, ira au bout du monde. Ça, c'est très beau à voir. Un homme amoureux ira au bout du monde. Il est capable de franchir des choses incroyables de courage lorsqu'il a de l'amour dans le cœur. Et ça, nous les femmes, c'est quelque chose qu'on admire beaucoup. Donc sachez que le fait qu'un homme soit tout simplement authentique, c'est tout. Et je pense que du côté des femmes, c'est pareil. Une femme qui veut surjouer, qui veut être plus belle qu'elle n'est, qui veut paraître plus intelligente qu'elle n'est, qui veut écraser les autres, elle se rend ridicule et elle ne se fait pas aimer. Autant être soi-même, oui. Allez. Dernière parole de mon ami Pierre sur la virilité. Un vrai homme, c'est celui qui n'a pas besoin de prouver qu'il en est un. Voilà. Un vrai homme, c'est celui qui n'a pas besoin de prouver qu'il en est un. Quelqu'un qui a la faculté de dominer ses émotions, pas seulement la tristesse, mais surtout la colère. Un homme qui réussit à contenir ses pulsions de rage, c'est remarquable. Bravo Pierre, je suis entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord. Et ça m'a fait très plaisir de savoir que certains hommes avaient encore conscience de ces choses-là. Parce que ai-je été mal entourée, mais je n'ai pas beaucoup entendu ces réflexions. Voilà. Donc il est temps de parler de la caricature du macho, assez présente dans les milieux plutôt conservateurs, etc. On croit que être un homme, c'est montrer ses gros muscles, c'est porter des Rangers et avoir le crâne rasé. Voilà, ça se résume à ça, la virilité.
et être un chef. Il faut absolument être un chef, chef de chapitre, chef de groupe, chef de parti, chef, parce que le mec, il doit être chef. Attends, déjà, sois chef sur toi-même, sur ton âme, sur... est-ce que tu sais dominer tes pulsions? Est-ce que tu sais détourner le regard quand tu vois une image porno? Ça, c'est de la virilité. Voilà, ça, c'est de la masculinité. Mais on peut être un homme sans absolument avoir un caractère de chef. C'est pas du tout obligatoire. On peut être un homme extrêmement épanoui, extrêmement viril, extrêmement rassurant, sans être un tempérament bilieux, colérique. Et non. Moi, j'ai connu. J'ai un ami là dans mes connaissances, on s'est un peu perdu de vue, mais qui est de tempérament flegmatique, un pur flegmatique, le pantouflard. Mais je peux vous dire que c'est un vrai mec, hein. Mais vraiment, père de famille, un homme de responsabilité, etc. Assez remarquable d'ailleurs, dans ses choix, dans la manière dont il gère toutes ses affaires, dont il mène sa vie professionnelle, etc. C'est un flegmatique. C'est quelqu'un qui va rester plutôt en retrait, qu'on n'entendra pas beaucoup parler. Dans un groupe, il sera plutôt discret. Mais je peux vous dire que c'est un homme, avec tout ce qu'on attend de la virilité. Donc ça ne sert à rien de vouloir jouer cette espèce de petit personnage gros dur. C'est ridicule, c'est ridicule. Si on l'est, tant mieux. Là, il faudra apprendre à gérer son tempérament colérique et voilà. Mais... bon, si ça peut vous rassurer, moi j'espère que ça va vous rassurer, messieurs. Alors, la femme, la première caractéristique de la femme, c'est la féminité. Alors, qu'est-ce qu'on met là-dessous? Bon, alors là, de peur de dire des bêtises, je suis revenue à des choses très belles du père Calmel, théologien dominicain, qui a su se démarquer du modernisme dès 1973. Tout d'abord, dans son ouvrage « Voici votre mère », parce qu'évidemment, je pense que le modèle de la féminité, c'est la Vierge Marie. De peur de dire des bêtises sur nous-mêmes, on va regarder ce qu'on attend de la Vierge Marie. Alors, il est malaisé de formuler en langage de prose la tonalité particulière que la femme introduit dans l'ordre du cœur et de l'intelligence. Et quand on aura parlé de pureté, de réserve, de totalité dans le don de soi, de sentiments sacrés de la dépendance, d'immense compassion, quand on aura dit cela, on n'aura fait que suggérer de loin la complémentarité de la femme par rapport à l'homme dans le domaine spirituel. En tout cas, pour malaisé qu'il soit de le définir, le spirituel féminin se retrouve en Notre-Dame sous sa forme la plus belle et la plus sublime. Cher Père Calmel, il y a vraiment des trouvailles. Voici votre mère. Voici votre mère. C'est le chapitre Marie Nouvelle-Ève que j'ai découvert en 2013. Bon, peu importe. Donc c'est ça la femme. C'est ça la femme. Un mélange d'intériorité, de douceur, de délicatesse. Une femme parfois n'est plus délicate, a perdu ce sentiment de la délicatesse parce qu'elle est blessée. À force d'être vue comme un objet de désir, un objet, je dirais, de consommation, la femme peut devenir blessée et manquer de douceur et de délicatesse. Mais ne vous y méprenez pas, messieurs, elle porte ses qualités, j'allais dire, malgré elle, en elle. Tout va dépendre du regard que l'on porte sur elle. Et de même, chez les messieurs, tout va dépendre du regard que la femme porte sur eux. Il est évident, je ne vais pas faire plaisir à tout le monde sur YouTube, j'en ai strictement rien à cirer, hein, mais il est évident que le féminisme a fait beaucoup de mal à notre société. Elle a contribué à faire que les hommes ne sachent plus très bien trouver leur place, et c'est triste. Et là, les femmes peuvent faire leur mea culpa. Mais c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que les femmes sont devenues féministes également parce qu'elles n'étaient pas reconnues dans leur qualité propre. C'est très mêlé. Donc je continue. La femme est faite de grâce, d'élégance, de charme. Une femme digne de ce nom est capable de patience, et ça s'explique presque biologiquement. Hein. La femme est celle qui porte un bébé 9 mois dans son sein. Je pense que presque biologiquement parlant, ça développe sa patience.
On dirait, enfin si vous voulez, j'ai déjà entendu cette phrase, la femme a un corps qui est fait pour souffrir en quelque sorte. La femme, c'est celle qui est dans la générosité et le dévouement. Une maman, par exemple. Imaginez-vous une maman, ça représente à se donner une bonne grand-mère. Une bonne grand-mère, c'est celle qui va toujours vous faire des cadeaux, toujours vous donner à manger, toujours trouver des solutions, toujours vous soigner, toujours donner de l'amour, toujours donner des câlins. C'est ça la femme. C'est ça qu'on attend d'elle. C'est ça qui fait sa richesse extraordinaire. Même dans un couple, un homme, qu'est-ce qu'il va chercher chez une femme? C'est qu'elle soit toujours bonne, qu'elle soit toujours compréhensive, qu'elle ait toujours de l'amour à lui donner. Attention, pas être une béni oui, c'est pas ça que je vais dire. Hein. Parce que parfois, ça va être une charité que fait la femme à son entourage que d'user de fermeté. Et de dire non. Là, tu te comportes comme un animal, tu te comportes comme un sauvage, tu dépasses les limites. Stop. Maintenant, c'est terminé. Ça fait partie aussi de l'amour d'une femme. Parce qu'un amour qui donne comme un con, c'est plus de l'amour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas donner à un... C'est ridicule de donner quand la personne en face ne reçoit pas, mais gaspille. Donc la femme, je dirais, je ne vais pas noter, mais la femme, c'est aussi l'éducatrice. Je pense que la femme est par essence éducatrice. C'est une femme qui, par le biais de la douceur, de l'amour, de la délicatesse, de l'intelligence, de la finesse, intelligence émotionnelle surtout, va faire grandir l'autre. Va l'aider à ne pas biaiser avec lui-même. Dans un couple, c'est très important. Attention, mesdames, à ne pas devenir l'esclave de votre homme. Bon, c'est pas tellement ce qui guette les femmes d'aujourd'hui, hein, je dois dire. Mais oui, je pense qu'une femme peut arrêter, corriger les défauts de la bestialité, le manque de maîtrise de soi, etc. Une femme peut redresser le tir. Et elle doit le faire avec délicatesse, mais fermeté aussi. Ça fait partie de sa grandeur de femme. Une mère qui se laisse systématiquement marcher sur les pieds par ses enfants, sous prétexte que c'est mon petit chéri, je veux te protéger, il faut être gentil avec mon petit chéri, je veux jamais le gronder, etc. En fait, elle forge un petit sauvage, et c'est pas dans l'intérêt de la société, c'est pas dans l'intérêt de ses propres enfants. Il y a une saine fermeté de la mère et de l'épouse, une saine fermeté. Mais toujours par amour. Et un enfant et un mari savent très bien quand c'est fait par amour. C'est là que et l'homme et la femme ont vraiment besoin d'apprendre à se maîtriser. S'ils sont fermes, ça doit être parce que c'est juste et pas parce qu'ils se passent les nerfs sur l'autre. La femme est aussi fine, en théorie. Elle est capable de s'adapter à divers milieux. Alors on dit que, c'est plus très sensible aujourd'hui, ça fait complètement décalé, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Dans les divers milieux sociaux, on dit que la femme pourra plus volontiers s'adapter à un milieu supérieur au sien que l'homme. Voilà, parce qu'elle a cette capacité à détecter les manières de faire, l'art de vivre. Voilà, elle est plus malléable, on va dire. Et aussi, elle sent davantage ce qui se dit, ce qui ne se dit pas. Voilà. Et c'est quelque chose qui doit s'éduquer. Aujourd'hui, on n'éduque plus du tout ces choses-là. Plus du tout. On est d'une vulgarité. Mais j'en suis... même moi, j'ai été blessée par ça. Chacun, on se dit, mais où sont les belles qualités? Que sont devenues les belles valeurs de l'humanité, finalement? Tout est nivelé par le bas. Mais c'est triste. Et on est tous touchés par cela. Donc l'intelligence émotionnelle normalement. La femme aussi, ce qui la caractérise, c'est la vulnérabilité et l'émotivité. Une femme aura plus de mal à dominer ses émotions. Une femme est plus vite submergée par ses émotions, elle ne sait pas trop ce qui lui arrive, elle est plus vite perdue. Oui, ça fait partie des faiblesses de la femme, mais c'est l'envers de la médaille, de sa grande richesse émotionnelle. La femme ensuite, c'est la reine de la maison. Ben oui, ça fait très société patriarcale, mais en fait la société patriarcale, c'était une société matriarcale, figurez-vous. La femme, ce qui fait sa richesse, c'est qu'elle se comporte comme une petite reine dans sa maison. Regardez un homme qui aménage sa cuisine et une femme qui aménage sa cuisine. C'est tout, c'est vite vu, excusez-moi, c'est vite vu. Regardez une fille qui joue à la poupée, c'est vite vu, désolé. J'habillerais plutôt comme ça, c'est plus joli comme ça, voilà. C'est tout. Alors là aussi, des paroles admirables du Père Calmel sur... je vais avoir l'air très décalé, mais je trouve ça très beau. La maison de Nazareth, dans École chrétienne renouvelée, page 50. Bon, il y aurait beaucoup de choses à lire. Qu'est-ce que je me suis mis comme page? 50-51.
Sa force et sa puissance, la femme les porte avant tout dans sa nature même et dans son propre cœur. Mais comme elle devient plus forte lorsqu'elle peut disposer d'une maison. Alors là, croyez-moi, une femme qui n'a pas de maison, c'est quelque chose de très déstabilisant. Une femme qui ne peut pas enraciner sa vie dans un lieu qu'elle s'approprie et qu'elle façonne à sa personne, selon sa... according to, qu'est-ce que c'est le mot en français? Je suis complètement épuisée, moi. En fonction de sa personnalité, qu'elle façonne à l'image de sa personnalité, eh bien, cette femme-là est très... Elle ne peut pas trouver son équilibre. La femme trouve son équilibre dans un lieu, c'est tout. Un homme, je pense qu'il va plus trouver son équilibre dans une cause, sa stabilité, dans une profession ou au moins une cause, je dirais. Il sert à quelque chose dans la société, une place dans la société. L'homme, il a besoin de savoir à quoi il sert dans le truc là. Une femme aussi, bien sûr, mais ça s'incarne dans une maison. Bah, la femme sert de maison pour le bébé. La femme sert de maison pour le bébé. J'y peux rien, la nature est faite comme ça. Donc c'est important. C'est important que la femme se sente bien chez elle, parce que la femme est indissociable de la mère, qu'elle ait des enfants ou pas. C'est un choix qu'elle fait. Elle peut choisir de ne pas avoir d'enfants, de sublimer sa maternité autrement, de se donner à une association caritative, ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Mais la femme, elle est mère. Elle est faite pour ça. Pourquoi vous avez vos règles tous les mois? Enfin, pardon, mais c'est tout. C'est revenir aux choses simples, quoi. Eh bien, la maternité ne peut pas s'incarner sans la notion de nid, de cocon. La femme, je reprends la citation le passage du Père Calmel, la femme demeure extrêmement gênée pour accomplir son œuvre de vie tant que lui fait défaut un foyer matériel, une maison dans laquelle elle accueille, réchauffe, nourrit, aide à vivre ceux qu'elle a déjà accueillis au foyer de son cœur. Son mari d'abord, avec qui elle bâtit leur maison et bientôt ses enfants. Il lui est donné de concevoir ses enfants et de les garder longtemps dans le sanctuaire imprenable de son corps. J'avais pas relu le chapitre, mais en fait j'ai dit la même chose. Et c'est un vœu essentiel de son être de trouver un berceau et une maison pour continuer le sein maternel, pour y poser son enfant et l'aider à grandir. En être privé est une détresse terrible. Je crois que j'ai tellement lu le Père Calmel que je dis ce qu'il dit sans même savoir que je dis ce qu'il dit. Ah là là, longue histoire tout ça. Ainsi, dans le domaine matériel, rien plus que la maison n'est proche de la nature féminine et de sa mission. Voilà pourquoi du reste la maison est sacrée. Elle est sacrée comme tout ce qui touche aux sources et aux profondeurs de la destinée humaine. Or, qui donnera sa physionomie à la maison, à ce cadre familier qui nous imprègne jour après jour à notre insu? De qui dépend sa sincérité ou son faux clinquant? Mais c'est passionnant, la manière dont vous décorez votre maison sera un indicateur de votre authenticité. De qui dépend son encombrement ou sa légèreté? L'allégresse ou l'ennui des humbles occupations journalières, la frugalité ou la recherche dans les repas, la frivolité ou la dignité des conversations, des attitudes et des vêtements, qui surtout en est responsable? La maison a une âme et porte l'empreinte d'un esprit. C'est magnifique. Quelle âme et quel esprit? Celui des deux époux sans doute. Pourtant, c'est là une évidence quotidienne. C'est à l'image de la femme que sont faites la plupart des maisons des hommes. À l'image du bonheur ou de l'infortune, de la noblesse ou de la médiocrité, de la jeune fille et de la jeune épouse. L'imagination de l'homme, en effet, son effort constructif, se tourne surtout vers l'extérieur, vers le métier et la cité. Même s'il a pensé sa maison, l'homme est bien démuni pour la réaliser. Tous ces détails infimes, dont est fait l'air qu'on y respire, leur rythme, qui dépend d'une présence continuelle et silencieuse, échappent à son pouvoir, presque à coup sûr. C'est la femme surtout qui fait ou défait la maison. Combien de femmes, hélas, qui ruinent la maison qu'elles devaient édifier, qui tirent en bas ceux à qui elles devaient donner des ailes, soit qu'elles les engluent dans la mollesse et le confort, soit qu'elles acceptent avec je ne sais quelle tendresse méprisable de se mettre minutieusement au service des désirs les moins élevés. Par contre, une femme qui a préféré la vérité de sa nature et qui aspire à vivre dans le Christ sentira certainement grandir en elle une idée de sa maison telle qu'elle n'est pas à en rougir en présence de la femme bénie entre toutes les femmes.
Et puis après, il s'étend sur la manière dont une école peut former des femmes. Une école de filles chrétienne peut former des femmes. Bon, c'est magnifique, on est très loin de toutes ces notions-là. Mais mine de rien, regardez, la femme, c'est celle qui va, d'un coup de main, rendre une pièce jolie. Combien de fois ça m'est arrivé, moi, de constater que quand une femme n'est pas là pour soigner la maison, l'homme ne fait pas la vaisselle, il ne pensera pas à aérer, il ne voit même pas, en fait, il ne se rend pas compte, il n'a pas le regard dressé pour ça. Une femme, spontanément, normalement, elle a envie d'organiser comme ceci, comme cela. Après, elle a son goût, voilà, mais c'est important pour elle. Et c'est normal, c'est à cultiver. La femme est signe de victoire aussi. Oui, la femme est signe de victoire. Toujours dans Voici votre mère, page 41 à 42. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Je suis sûre qu'il y avait une idée très forte derrière. Mais... Ah! Victoire sur le mal, victoire sur la méchanceté, victoire. La femme, c'est celle qui vient apporter la lumière sur les ténèbres. On est d'accord? Voilà. La femme, c'est la victoire sur la guerre, sur la méchanceté, sur la dureté de la vie. Elle sait mettre de la douceur et de la lumière là où il y avait de la tristesse. Une femme peut illuminer la vie d'un homme juste par un regard. Et elles doivent en être conscientes, les femmes, de leur pouvoir sur les hommes, mais pas un pouvoir destructeur, pas un pouvoir manipulateur, mais de leur pouvoir d'illumination. Une femme peut réellement changer la vie d'un homme dans la mesure où cet homme le reçoit, tout simplement. Et où il se sent pas, où il accepte de se laisser toucher par la femme. Un homme qui se laisse toucher, il accepte sa vulnérabilité, oui, mais il se laisse inonder de chaleur, de lumière, d'amour et de force aussi. Combien sont les hommes qui ont peur de ça, parce que la lumière fait peur. Ça nous amène loin tout ça. Donc citation du Père Calmette dans Voici votre mère. On a quelquefois le réconfort inoubliable de voir des êtres lumineux traverser la vie en échappant au commun désastre, aux communes défaites. C'est difficile de trouver des gens comme ça aujourd'hui. Parce que les gens comme ça, qui se rendent complètement en dehors de tout ce système de fou, la dictatoriale, ils sont persécutés, c'est tout. Ils sont persécutés, c'est la mort sociale. Qui peut dire, moi je vis très bien, je veux pas de vaccin, je veux rien du tout, je rentre pas dans le système là, général, je rentre pas dans le système, pas un seul test, pas un seul truc, j'ai des enfants, une famille, tout va très bien, moi je le vis très bien. Aucun souci. Qui peut dire ça? Même à la limite des personnes plus fortunées, peut-être, qui se sont rendues complètement indépendants du système par leur argent. Mais quels sont les hommes qui ont pu avoir une fortune assez suffisante pour nourrir leur famille et qui n'ont pas fait des compromissions pour y arriver? Quels sont-ils? Qui peut dire moi je suis vraiment dans la lumière, l'amour, le bonheur parfait et j'ai fait aucune compromission, ma conscience ne me reproche rien du tout, je suis en parfait accord avec mes principes, tout roule, c'est le bonheur parfait, et puis je laisse le monde tourner avec les tests PCR, les trucs, le Covid, les passes, et... Ah oui, mais moi, ça ne m'affecte pas. Eh, mon œil, ça vous affecte pas, là? Je ne crois pas. Hein. Donc il est des êtres lumineux. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas sujets à la souffrance et aux persécutions, aux calomnies et aux injures. Merci, Père Calmel. Mais en les voyant, on ne peut éviter de penser à une tendre victoire. À une victoire irrépressible qui demeure présente parmi nous et qui va son chemin. On est sûr que rien ne pourra l'atteindre, cette victoire. Rien ne pourra l'abaisser, la dévier, la gâter. Exemple, la destinée d'une Jeanne d'Arc parmi les sceptiques, les soudards et les traîtres. C'est vrai que c'est une lumière. La destinée d'une petite Thérèse de Lisieux, parmi les mesquineries et les complications de l'égoïsme en vase clos. La destinée d'une sainte Agnès, martyre, ou d'une sainte Catherine, martyre aussi,
évoqueront toujours pour nous, au milieu des misérables batailles de tant de vies misérables, le passage inespéré de la douce victoire de la noblesse de Dieu. Or, la victoire de ces saintes ne saurait nous donner qu'une image très lointaine de celle de Notre-Dame. Lorsque nous prenons conscience qu'elle est exempte de toute ombre de mal, toute réservée pour Dieu comme Vierge et Mère, toute tranquille en Dieu et accordée à son Fils dans la trame d'une vie sujette à quelles épreuves et terminée par quelle passion, lorsque nous entrevoyons la pureté et la sainteté de Marie tout le long de l'Évangile, nous sommes sûrs qu'elle est à jamais, au milieu de l'humanité malade et disgraciée, la victoire de Dieu, la manifestation toute puissante de sa lumière et de sa miséricorde. Il suffit de la regarder pour comprendre que c'est Dieu qui est le plus fort et que c'en est fait, quoi qu'il y paraisse, de Satan et du péché. Merci, mon cher Père Calmel. C'est vraiment mon copain, le Père Calmel. Je pense que faut le prier. Je pense que ce Père dominicain, il faut le prier. Bon, vous avez de magnifiques choses sur les qualités de la femme, les vertus de la femme, etc. Et toute femme va réussir à illustrer telle ou telle qualité, mais nous sommes toutes... voilà, on a tous nos défauts, on a toutes nos incapacités, on a toutes nos histoires difficiles, et les hommes peuvent en dire de même. Bon. Ce qu'il y a, et on le verra plus tard, c'est... au milieu de nos défauts, de nos manques et de nos décalages par rapport au modèle divin, il y a des êtres qui sont faits pour s'entraider, pour se comprendre, se compléter et s'entraider vers cet idéal d'homme et de femme. Tout l'art consiste à vérifier qu'on est bien compatible, qu'on va avancer ensemble, que ce ne sera pas un enfer quotidien, mais au contraire, quelque chose qui va nous tirer vers le haut. Voilà. Et je pense vraiment qu'il vaut mieux attendre d'avoir trouvé une telle personne, de sentir qu'on est vraiment dans un élan commun vers l'idéal d'homme et femme, vers l'idéal de la sainteté, vers l'idéal de la pureté, appelez ça comme vous voulez, du bien, du beau. Il faut qu'il y ait cette dynamique-là à deux. Et tant qu'elle n'y est pas, c'est qu'on va pas être un couple heureux, c'est tout. On ne va pas s'épanouir en tant qu'homme ou en tant que femme quand il n'y a pas cette dynamique vers des choses plus nobles, plus belles, plus grandes. Voilà. Bon, ben voilà, j'ai plus rien à dire. On parlera des besoins de l'homme et de la femme la prochaine fois. Et je pense que tout ça est à approfondir et puis est tellement contraire à tout ce qu'on voit tourner autour de nous que je sais pas si c'est très adapté. Je sais pas si ça parle à des gens, je sais pas si c'est pas trop déconnecté. Voilà. C'est peut-être aussi pour ça que je suis toute seule, on va dire. Au prochain épisode.